Au moment où toute la planète la présente comme le nouvel Eldorado, le principal pôle de croissance mondiale, les indicateurs parlent d'eux-mêmes, se pose une question cruciale. Est-ce que l'Afrique ne s'est pas surendettée? Peut-on encore financer son développement lorsque plus de 40% des recettes budgétaires sont consacrées au remboursement de la dette? Ce qui laisse peu de marge de manœuvre financière pour progresser vers les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Mais dans le même temps, quel autre moyen pour financer le développement de ces pays? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui accueille aujourd'hui des invités prestigieux. Plusieurs chefs d'État réunis ici à Dakar, plusieurs présidents de la République qui nous font l'honneur d'être nos invités aujourd'hui. D'abord le président Macky Sall du Sénégal qui est l'hôte de cette conférence qui accueille une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest-africaine et de hauts responsables des institutions financières internationales. Bonjour monsieur le président Macky Sall. Bonjour. Second invité de ce plateau, Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Notre troisième invitée est madame Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui effectue à cette occasion sa première visite sur le continent africain depuis sa nomination. Bonjour, madame Kristalina Georgieva. Notre quatrième invité est monsieur Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes français. Bonjour, monsieur Lorenzi. Bonjour. Alors voilà pour notre prestigieux plateau. J'ai envie de commencer tout de suite en me tournant vers la directrice générale du Fonds monétaire international qui arrive. En 2017, votre prédécesseur tirait la sonnette d'alarme en avertissant que certains pays africains étaient sérieusement en danger parce qu'ils étaient très très endettés. C'est vrai? Est-ce que ces pays que vous voyez, que vous découvrez, sont très endettés, plus endettés que les autres? Eh bien, nous aussi, nous avons de nombreux pays, d'ailleurs pour être précis, il y en a 7 qui sont dans une situation de surendettement. Et nous avons 9 pays supplémentaires qui sont très endettés et qui sont proches de ce même seuil, celui du surendettement. Il convient de préciser que parmi ces pays, la majorité sont des États fragiles, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont freinés par des problèmes qui relèvent de la sécurité, du changement climatique. Et ce sont aussi des pays qui, dans cette même catégorie, sont des pays qui sont riches en matières premières et qui ont pâti de la chute des prix des matières premières. Il y a un nombre restreint de pays où le surendettement est une conséquence d'un manque de transparence et accumulé à d'autres difficultés, ça a joué un mauvais tour à ces pays. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont très prudents dans la gestion financière et la dette a été utilisée au service de la croissance et de la prospérité dans de nombreux pays africains. Donc il faut rester prudent. Évidemment, il y a un problème de dette en Afrique. D'ailleurs, il y a un problème de dette dans le reste du monde. Non, non, ça ne concerne pas que l'Afrique. Il y a beaucoup de pays qui ont des niveaux de dette très élevés et on se pose la question de savoir pourquoi. Et une des grandes raisons, c'est tout simplement parce que les emprunts ont été très faciles ces derniers temps avec des taux d'intérêt très bas. Et si on emprunte à des fins utiles pour financer le développement, eh bien finalement c'est une très bonne stratégie. Toutefois, si l'emprunt se fait pour financer des projets qui ne sont pas prudents, qui ne sont pas intelligents, alors ça peut être problématique. En même temps, quand on entend ça, c'est des choses que l'on sait. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on infantilise un peu ces dirigeants-là en leur disant « vous êtes trop endettés » ou bien c'est votre rôle de tirer la sonnette d'alarme? Écoutez, moi je pense que nous, en tout cas, au FMI, on s'attaque à la question de la dette de manière très holistique. On s'intéresse à la dette dès lors qu'elle n'est plus viable dans nos pays membres. D'ailleurs, je tiens à souligner que nous avons un point de vue très positif sur les pays africains qui sont les moteurs de la croissance pour le continent et pour le reste du monde.
Nous avons 25 pays en Afrique qui font rougir de honte le reste du monde puisque les taux de croissance sont à 6, 7, 8%. Et d'ailleurs, sur ce panel, nous avons des chefs d'État de pays qui s'en sortent très bien. Quand on dit ça, on a deux leaders de cette croissance sur ce plateau. Les gens se disent, on veut bien que ce soit des leaders, mais est-ce qu'ils n'empruntent pas trop? Est-ce que vous n'empruntez pas trop sur le marché? Est-ce que vous n'êtes pas surendetté, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara? Non, pas du tout. En fait, le pourcentage de la dette sur la richesse nationale, le PIB, en Côte d'Ivoire est de 48%. Ce pourcentage était de 66% en 2011. Bon, c'est dire qu'en réalité, il y a eu une baisse, mais c'est parce qu'il y a eu l'effacement de la dette dans le cadre de l'allègement pour les pays pauvres très endettés. Bon, ceci étant maintenant, la question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Et nous avons donné la priorité en Côte d'Ivoire au financement par le secteur privé. Bon, le secteur public, les conditions sont à négocier, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et nous avons pu, en maintenant ce taux d'endettement à 48%, réaliser depuis 7 ans des taux de croissance moyens de 8% par an. C'est dire que c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on n'hypothèque pas l'avenir des générations à venir? Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. C'est des choses dont on doit tenir compte. En tout cas, nous en tenons compte. Nous voulons que, par exemple, on ne soit pas au-delà de 50%. On n'atteigne pas 50% avant 2020. On ne soit pas à plus de 55% en 2025. Et on ne veut pas que le remboursement de la dette dépasse 17 à 18%, 20% des recettes fiscales. Comme ça, le reste peut faire les dépenses de fonctionnement, l'investissement et ainsi de suite. Alors, Monsieur le Président Macky Sall, on entend ça et là dire oui, on emprunte, mais c'est souvent des emprunts pour des infrastructures de prestige, pour des choses de prestige. Que répondez-vous à cela? Est-ce que ces emprunts sont vraiment nécessaires? Est-ce que ces infrastructures sont vraiment nécessaires pour le développement? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de prestige dans tout ça? Alors, je voudrais d'abord quand même remettre les choses un peu à l'endroit sur la perception que l'Afrique est surendettée. Ce n'est pas tout à fait exact. Et la directrice générale du Fonds l'a bien spécifié, elle a donné des cas précis où on a un stress sur la dette, où on a un risque élevé de surendettement. Il y a des pays qui se comportent très bien, qui sont à risque modéré, et il y a des pays même qui sont à risque faible. Donc, on ne peut pas généraliser quand il s'agit de l'Afrique. Malheureusement, on a tendance souvent, parlant de l'Afrique, de généraliser les situations. Donc, l'Afrique n'est pas surendettée. C'est ma conviction. J'ai indiqué ce matin que l'endettement global du continent est autour de 45% en 2018, comparé à notre PIB, au moment où on est à plus de 255% au niveau global, au niveau mondial. Donc, vous voyez que toute proportion gardée, on peut considérer que de façon globale, l'endettement de l'Afrique est quand même dans une moyenne acceptable, une moyenne même qu'il faut consolider. Ce qui n'exclut pas des cas où certains pays sont vraiment en situation un peu difficile, parce que si on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de recettes internes, suffisamment de fiscalité pour non seulement payer les services de la dette et les salaires, il va de soi que le développement n'est pas possible dans ces conditions. Il reste que, et nous l'avons vu pendant cette conférence, le frein à une dette durable, c'est d'abord la mauvaise perception sur des risques en vérité allégués qui ne sont pas conformes à la réalité du continent. Et cette perception du risque alourdit l'endettement, renchérit le crédit. Quand vous dites perception du risque, comment on l'explique? Perception du risque, ça veut dire que quand vous dites je vais aller investir en Afrique, les gens considèrent que l'Afrique c'est un continent à problème, que c'est très difficile, on risque de ne pas rapatrier, on exige des taux de rentabilité que nulle part ailleurs dans le monde, on ne peut l'exiger.
Ailleurs, à 10%, on est absolument sûr de son business. Ici, les gens, au minimum, ils vont exiger 20% de taux de rentabilité interne, voire 30%. Donc voilà le problème de fond. Mais alors, quelle solution? C'est-à-dire, faut-il avoir une solution purement africaine pour le jugement? Non, l'Afrique toute seule ne peut pas. On est dans un monde globalisé. Absolument. Tout seul, on ne peut pas. On a beau vouloir faire du populisme, c'est un monde globalisé. Donc c'est pourquoi nous sommes ici avec les organisations multilatérales. Nous sommes des États, il y a les économistes, la société civile. Il faut ensemble que nous posions les vrais problèmes pour trouver ensemble les solutions. Parce qu'elles sont des solutions globales. La première mesure, c'est en fait d'enlever cette perception qui ne correspond pas à la réalité. Or, la perception ici joue à la place de la réalité. Donc, on surtaxe les Africains sur un risque qui n'est pas tout à fait exact. Même en Europe, on a vu des pays qui ont failli dans leurs dettes. Ici, vous n'en avez pas, malgré la difficulté. Pourquoi nous, on doit payer 5 fois plus, 6 fois plus de risques que ces pays? C'est ça que nous posons. Est-ce que ça ne vient pas de la gouvernance? C'est là où il y a l'injustice. Non, la gouvernance, c'est autre chose. La gouvernance, c'est vraiment notre responsabilité de gérer et de bien gérer les ressources à notre disposition, de bien mobiliser les recettes internes. À ce niveau, il y a des efforts qui ont été faits. En moyenne, dans l'UEMOA, nous sommes autour de 16 à 17, 18% de taux d'imposition. Il faut aller au-delà, il faudra aller jusqu'à 24%. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut aussi savoir choisir les projets. Vous avez parlé de projets de prestige. Oui, il y en a eu peut-être, mais aujourd'hui, ce que les Africains font, ce n'est pas du prestige. Construire des autoroutes, construire du chemin de fer, ce n'est pas du prestige. Mais est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? Dans la situation actuelle, est-ce que c'est l'urgence? Quand vous voyez dans certains pays comme le Sénégal, où la Banque mondiale elle-même a fait une étude pour montrer que les embouteillages coûtent plus de 100 milliards par an en termes de lenteur et d'influence négative sur la croissance. Donc faire des infrastructures qui permettent une mobilité optimale n'est pas du tout une dépense de prestige. Faire de l'électricité, ce n'est pas une dépense de prestige. C'est un nécessaire besoin des populations. Donc il n'y a rien de prestigieux dans ce que nous faisons. Et Alain, moi je voudrais dire que la directrice générale vient de le dire, sur les 54 pays africains, il y a vraiment 17 seulement qui sont considérés comme ayant un endettement excessif. C'est comme le président Macky Sall le disait, donc 17 pays sur 54, et on continue de globaliser le continent africain et de dire que ça va mal partout. Donc ça élève le risque, donc les taux d'intérêt pour l'endettement, pour les assurances, pour les entreprises privées, ainsi de suite. Madame Joriva. Alors moi j'aimerais parler de 2 points. Tout d'abord, quand on s'intéresse à l'histoire, on constate que les pays qui étaient pauvres et qui sont devenus riches, et qui sont devenus riches sans ressources naturelles, ils l'ont fait en se reposant sur 3 facteurs. Tout d'abord, l'infrastructure, ça veut dire aujourd'hui l'infrastructure numérique aussi. Ensuite, l'éducation et le capital humain et l'état de droit, la bonne gouvernance. Et c'est sur ces piliers-là que l'Afrique doit se concentrer. Le problème qu'on constate, c'est le deuxième point, les personnes qui regardent l'Afrique de l'extérieur, ces personnes n'arrivent pas vraiment à distinguer les pays qui ont des problèmes de gouvernance et ceux qui ont une bonne gouvernance. Et ils ne retiennent que la moyenne. Et la moyenne en Afrique, il y a un peu de tout, puisque c'est vrai qu'il y a les 2 extrêmes, il y a les très bons et les très mauvais. Donc, c'est perçu en moyenne comme étant risqué. Mon professeur de statistique me disait on peut mettre ses pieds dans le réfrigérateur et la tête dans le four, votre température corporelle sera certes moyenne, mais vous serez mort. Donc moi, je pense qu'il faut absolument distinguer et présenter au monde entier de manière très systématique ce qui se fait de bien, de très bien en Afrique et puis ce qui se fait de moins bien et de très mal. C'est notre responsabilité en tant qu'organisation internationale. Est-ce que vous êtes équipé aujourd'hui pour voir ça? Parce que quand on parle du Fonds monétaire international, je sais que le président Alassane Dramane Ouattara y était, on se disait qu'ils étaient déconnectés de la réalité africaine, qu'on prenait des décisions là-bas à Washington avec les canaux américains. Est-ce qu'aujourd'hui, sur place, vous avez des gens qui tiennent compte de ce qu'il dit au Sud?
Bon, écoutez, d'abord, je vais commencer par vous dire que dans 35 pays africains, nous avons une présence locale. Après, il faut bien voir que l'on travaille comme un système. La Banque mondiale, par exemple, travaille énormément sur le terrain avec la Banque africaine de développement en Afrique, les institutions des Nations Unies. Si on rassemble tout ça, et qu'on prend tout ça d'un point de vue objectif, au-delà des pays, on peut déjà raconter une belle histoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs je me suis engagé au sommet et je suis ravi que Monsieur le Président Macky Sall ait organisé ce sommet. L'idée, c'est de travailler vers une différenciation claire et sur la base de données probantes. Vous allez me le reprocher comme d'habitude, un peu insolent, mais lorsque l'on regarde tout ça, on voit des belles autoroutes, on voit des belles infrastructures, mais on n'a pas le sentiment que l'on s'endette pour des choses essentielles comme l'éducation, comme la santé. On n'a pas beaucoup vu ça. Ah si, parce que vous n'avez pas visité le pays. Quand on visite les pays, les endroits où on est vraiment mal à l'aise, c'est dans les hôpitaux. On ne peut pas dire le contraire. Comment tu peux dire ça? Non, Alain, c'est pas possible. Président, je suis africain, je vois pas mal de pays où ça se passe très mal. Je disais tout à l'heure qu'il faut les infrastructures, il faut le capital humain et puis la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons quasiment tous. On a commencé par les infrastructures, mais si vous n'avez pas de route, en Côte d'Ivoire par exemple, comment tu vas évacuer le cacao vers le port d'Abidjan, et ainsi de suite. Et l'éducation et la santé. Mais nous avons quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Pour les écoles secondaires, pour les écoles primaires, c'est pareil. Les centres de santé en 8 ans, nous en avons construit. Lorsque l'on regarde, Monsieur le Président, on se dit qu'il y a encore c'est un chantier très vaste. Venez en Côte d'Ivoire, je vais vous faire visiter tout ça. Hein, vous verrez. Alors, je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir parce que là, pour quelqu'un qui se considère comme un champion de l'inclusion, parce que nous avons des politiques sociales très fortes. Je prends le cas de l'éducation au Sénégal. D'abord, c'est le premier budget, comme dans la plupart des pays. Il fait 2,5 fois le budget de la défense au Sénégal. 2,5 fois. Nous avons par exemple pour les universités, nous avons trouvé 5 000 lits en capacité. Nous sommes en train de construire... Pour les hôpitaux, vous voulez dire? Non, les résidences universitaires. Les résidences universitaires, d'accord. Nous sommes, au moment où je vous parle, nous avons rajouté 8 000 lits. Nous avons trouvé 5 000 depuis l'indépendance. Et nous avons un programme d'ici 2 ans de 30 000 lits qui est en cours. Ça, c'est un exemple. Les bourses d'étudiants, nous sommes passés de 20 milliards à 66 milliards de francs CFA, de bourses annuelles. Donc, je peux parler comme ça sur l'agriculture, sur l'énergie. Alors, il ne faut pas voir la direction, la route entre l'aéroport et l'hôtel pour considérer qu'il y a une autoroute, donc c'est une dépense de prestige. Non, l'autoroute fait partie aussi des besoins vitaux. Même la création d'une nouvelle ville, Monsieur le Président, justement, ici à Diamniadio, est-ce que c'était nécessaire? Cette nouvelle ville a une vocation, c'est d'abord de faire respirer Dakar. Vous savez, Dakar est une péninsule. Nous ne pouvons pas avoir d'extension à Dakar. Dakar est en hauteur et ça étouffe. Et le coût du foncier est exorbitant. Aujourd'hui, on est jusqu'à 1,5 million de francs CFA le mètre carré. Ça fait 3 000 € le mètre carré à Dakar. Donc, il fallait un espace. Nous avons eu l'opportunité d'avoir une autoroute, donc de régler la connectivité. Et cette nouvelle ville est entre l'aéroport et la ville de Dakar. Donc, c'est un espace de respiration. Et nous sommes en train de transférer des activités comme les ministères, le sport, l'activité économique, pour que nous ne soyons pas toujours dans un mouchoir de poche, comme ce fut le cas. Dakar, la capitale, avec 0,3% du territoire national, vous avez 25% de la population nationale. Ce n'est pas possible. Et donc, on ne peut pas faire de la mobilité avec cela. Il faut voir ça comme un programme d'aménagement du territoire, comme une facilitation d'accès au logement, parce que là, au moins, le foncier est gratuit pour les acquéreurs. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la situation. Jean-Hervé Lorenzi, je vous voyais réagir. Oui, je réagis parce que je trouve que vous faites partie, cher Alain, et c'est pour provoquer, mais vous faites partie un peu des gens qui véhiculent cette image du passé. En réalité, le monde tel qu'il est en train de naître, sur une trajectoire de l'économie mondiale qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, aura évidemment besoin
de la croissance en Afrique. C'est vrai qu'il y a des pays, comme partout, comme en Europe, comme partout, comme en Amérique du Sud, il y a des pays qui ont des difficultés, mais l'immense majorité des pays africains est en réalité en termes de croissance très rapide. C'est très important. Reprenez le mot qui était employé par l'OCDE il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du Japon, c'était la locomotive. L'Afrique sera dans les années qui viennent une locomotive. Alors après... Vous permettez que je sois quand même le porte-parole d'un certain nombre de personnes. Je veux dire, oui, sur les papiers, c'est très bien, mais on rencontre les gens dans la rue qui se disent, bon, on nous parle de croissance, on nous parle de croissance. Oui, nous, on ne voit pas ça. Nous, on ne mange pas la croissance. Ça, c'est normal. Tout le monde ne peut pas avancer au même rythme. Il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres, il y a des défavorisés. C'est pour cela que le président Macky Sall vous disait qu'ils avaient un programme d'inclusion. Et en Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un programme social du gouvernement. Et maintenant, nous y consacrons 1000 milliards de francs CFA. Et pour voir les endroits où il y a des écoles et il n'y a pas de table-banc, les centres de santé où il n'y a pas de médicaments, les pompes villageoises qui sont en panne, les endroits où il y a des poteaux mais il n'y a pas d'électricité, etc., etc. Donc, qui ciblent le quotidien des Ivoiriens. Et c'est un peu partout comme ça. Nous reconnaissons que la croissance globale ne peut pas profiter à tout le monde au même rythme. Donc il faut cibler les plus faibles. Et nous avons le programme des bourses alimentaires que le Sénégal aussi a, où nous donnons tous les trimestres de l'argent à pratiquement 150 000 familles, à condition que ces familles envoient leurs enfants à l'école, les vaccinations se fassent et ainsi de suite. Je ne veux pas monopoliser la parole. Non, juste tout prend du temps. Si je prends l'Europe, il a fallu presque un siècle pour qu'elle se développe. Et vous savez, les conditions de vie entre le début du 19e siècle et la fin du 19e siècle n'avaient rien à voir. Et aujourd'hui, le mot de croissance inclusive ou de développement durable, d'une certaine manière, il est en train de naître ici. Curieusement, parce que c'est le président Macky Sall qui, le premier, avait évoqué ce thème dans des rencontres avec Aix-en-Provence. Mais sur le fond, cette idée qu'on va croître, mais qu'il faut faire aussi attention à ceux qui sont en difficulté, et c'est vrai qu'il y en a, c'est en réalité ici que c'est né. Alain, je vais juste, si tu permets, dire que la croissance se mange, contrairement à ce qu'on veut démontrer. La croissance, c'est la production de richesses. Ces richesses produites, c'est des emplois qui produisent la richesse. Quand vous avez un accroissement des productions agricoles, c'est des emplois ruraux, des emplois agricoles qui permettent d'augmenter les rendements, qui permettent de donner cette croissance. Donc la croissance génère l'emploi et l'emploi génère les salaires. Ce sont les salaires qui servent à la consommation. Donc on ne peut pas dire comme ça, on ne voit rien, rien ne bouge. Non, ce n'est pas conforme à la vérité. Maintenant, comme a dit le président Ouattara, tout le monde n'est pas au même niveau, au même rythme, c'est vrai. Tout n'est pas parfait non plus dans le système public. Nous avons des défis dans nos hôpitaux, nous avons des défis dans l'éducation. Pourtant, ce sont les secteurs qui sont les plus dotés. Les plus dotés, c'est l'éducation, c'est la santé. Mais il y a des défis. Mais même dans les pays développés, il y a des défis dans ce secteur. Il faut que nous soyons tolérants. Il faut que nous sachions que ce n'est pas facile, mais nous devons arrêter de nous auto-flageller. Flageller tout le temps sont grandes, pour dire que rien n'est fait. C'est vraiment... Les attentes sont importantes. Oui. Les gens viennent de très très loin, Madame Georgieva. Surtout quand vous reprochez à l'époque de ne pas tellement vouloir investir dans ces secteurs-là, d'être ceux qui se disaient, bon, ce secteur n'est pas bénéfique, on n'y gagne pas de l'argent, donc on ne va pas y mettre notre argent, on ne va pas financer. Manifestement, le message qui ressort pour toutes les personnes qui écoutent et qui nous regardent, c'est qu'il y a des pays en Afrique où il n'y a pas d'investissements qui sont faits. Et ça, c'est malheureusement les pays concernés qui en pâtiront. Mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. En effet, le développement, ça prend du temps. Ce n'est pas comme une tasse de café instantanée. Évidemment, il faut aussi prendre en compte le fait que le monde est en train de se développer et d'avancer très rapidement, profiter de la vitesse actuelle parce que ça sera bien plus rapide à l'avenir et les pays vont devoir travailler plus vite, plus rapidement pour pouvoir permettre aux populations d'être prêtes pour ces métiers de l'avenir. Et nous, ce qu'on recommande d'ailleurs dans ce contexte-là, et ça va dans le sens de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant,
Nous, ce qu'on recommande, c'est que les gouvernements se concentrent sur l'augmentation des recettes nationales et que ces efforts soient bien plus conséquents que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Il y a entre 3 et 5% de PIB qui sont sous-utilisés en termes de génération potentielle de recettes publiques. Le PIB de l'Afrique, c'est 1 700 milliards de dollars. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec une augmentation de seulement 1%. En termes d'investissement dans le capital humain, les infrastructures, etc. Donc moi, mon message est le suivant. Il n'y a pas suffisamment de temps pour prendre le temps et rattraper le reste du monde dans la pression fiscale. Il faut avancer rapidement parce que le monde, lui, va très vite. Lorsque l'Europe était en train de se développer, on se déplaçait d'un endroit à un autre en Europe à cheval. Maintenant, on a des iPhones. Il faut ajouter que l'Europe a eu le plan Marshall. L'Europe a eu le plan Marshall. Ce que nous n'avons pas. Donc, il faut compter sur nous-mêmes. C'est ce que nous faisons. Ce matin, nous l'avons dit à l'agenda 2063 qui nous donne une perspective. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de pays africains, les choses avancent. Et ça va beaucoup mieux. Bon, il y a une quinzaine, une vingtaine de pays. Ce qui est beaucoup. Ce qui est trop. Non, Alain, je suis d'accord. Ce que nous voulons, c'est que tous les Africains améliorent leur quotidien, etc. Qu'il y ait un peu d'eau potable un peu partout. C'est la santé, l'énergie, les infrastructures. Mais c'est l'ambition de tout président, j'imagine. Mais quand ce n'est pas fait, nous sommes les plus malheureux. Mais ça demande des financements. Et le financement pose le problème de la dette. Et c'est pour cela que moi je remercie Macky Sall et Mme Georgieva de nous avoir conviés à cet échange. Quelque chose de très important, ce qui était le plan Marshall. Il faut se souvenir qu'en 1947, l'Europe était dévastée. Les taux d'intérêt, on ne pouvait pas investir. Personne ne voulait plus investir. Et il a fallu, en réalité, un geste énorme, immense, des États-Unis qui ont sauvé, développé. On ne l'a pas aujourd'hui en Afrique, donc il faut trouver des modalités qui correspondent finalement à pouvoir investir du privé, du public, dans des taux d'intérêt qui soient beaucoup plus acceptables. On a parlé d'énergie et on peut continuer dans le noir, parce que c'est aussi ça. Et donc trouver des conditions qui permettent en réalité d'accélérer l'économie. Ce sont des financements qui doivent être mobilisés un peu partout. Il y a évidemment les institutions internationales, il y a l'aide au développement, il y a les ressources propres, il y a surtout le secteur privé. Pour ça, il a besoin d'être sécurisé et qu'on arrête d'expliquer que les plus grands risques se trouvent ici, les plus grands risques ne se trouvent pas ici. Pour vous, les risques ne sont pas ici? Non. Monsieur le Président Macky Sall. Non, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait en phase avec la directrice générale du Fonds monétaire, ainsi qu'avec le président Ouattara et notre ami Jean-Hervé Lorenzi, sur la nécessité de considérer que l'Afrique est dans une phase où on a besoin d'investissement. Et ce matin, on a indiqué que, et ça c'est très important, il y a aujourd'hui des facteurs bloquants du développement de l'investissement en Afrique. Entre autres, les facteurs exogènes qui sont venus perturber le cours du développement naturel de l'Afrique. Ces facteurs ont pour nom les changements climatiques, on le sait, nous ne sommes pas les premiers pollueurs, on pollue pour moins de 2% en contribution de carbone et nous subissons de plein fouet les effets des changements climatiques. C'est un facteur essentiel quand vous prenez des pays comme ceux de la zone du lac Tchad ou du bassin du lac Tchad ou d'autres pays qui véritablement souffrent du fait de la péjoration du système climatique. Mais il y a surtout le facteur sécuritaire. On va parler du facteur sécuritaire, je voulais qu'on en parle dans la seconde partie. Pour terminer en disant qu'il est capital que ces dépenses militaires aujourd'hui qui sont devenues vitales pour certains pays puissent être traitées
de façon appropriée. Il est heureux qu'avec le fonds, on puisse travailler ensemble sur la question de la sécurité. Voilà, avant d'arriver à cet aspect, puisque c'était dans cette seconde partie que je voulais l'évoquer, mais avant, je regarde de plus en plus, vous allez sur le marché pour des eurobonds, vous trouvez de l'argent autrement que par le Fonds monétaire international. Est-ce que ces nouvelles facilités ne risquent pas de vous amener à prendre tellement d'argent que... Au contraire, vous savez, pour avoir un bon taux d'intérêt, nous avons emprunté encore 1,2 milliard. L'année dernière, c'était 2 milliards de dollars et d'euros, 1 milliard de chaque. Mais les taux d'intérêt sont bas, enfin relativement bas, plus bas que la plupart des taux en Afrique du Nord ou dans d'autres pays qui ont l'habitude d'aller sur les marchés. Mais pourquoi? Parce que le cadre macroéconomique est sain. Les investisseurs se disent ce pays, depuis 7 ans, 8 ans, a un taux d'inflation bas, a une dette modérée, a un bon taux de croissance. Nous empruntons aux alentours à moins de 6% sur 12 ans, sur 15 ans, si c'est une plus longue durée. Mais écoutez, si les taux, la gestion n'était pas bonne, on empruntera à 10-11% comme certains pays que je ne nommerai pas. Mais est-ce que ça ne rentre pas en concurrence avec vous non, je ne pense pas. C'est concessionnel, c'est que le Fonds monétaire nous donne. Madame Nous, ce que l'on offre systématiquement, c'est des fonds lorsque toutes les autres sources se sont asséchées. On est le bailleur de dernier recours. Et d'ailleurs, nous sommes ravis d'avoir des pays africains qui ont des programmes que nous ne finançons pas. La seule chose qu'on fait pour ces pays, c'est apporter une vérification et un peu de rigueur. Et j'aimerais voir davantage d'exemples de ce type-là en Afrique. Nous donnons des conseils très clairs aux pays. D'abord, on leur dit augmentez vos recettes fiscales parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir davantage de possibilités d'améliorer le quotidien des uns et des autres, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Deuxièmement, veillez à ce que les investissements soient le plus efficaces possible. À l'heure actuelle, les investissements génèrent seulement l'équivalent de 60% des actifs mesurables. C'est-à-dire qu'un dollar investi donne lieu à une création d'actifs mesurables de 60 cents. Donc il faut améliorer la qualité de l'investissement et là on peut apporter notre appui. Il faut aussi améliorer la mise en œuvre. Et puis troisièmement, on est très clair sur le point suivant, la qualité de la gestion. Il faut que tout soit le plus transparent possible. Est-ce que c'est transparent aujourd'hui? Dans certains pays, il n'y a aucune plainte qui non, mais parce que vous parlez essentiellement, Madame Georges, je vais dire ceux qui sont sur ce plateau, mais est-ce que globalement c'est transparent? Si, quand même. Non, je pense que vraiment, Alain, il faut savoir que, vous le savez, il y a une surveillance multilatérale qui se fait au quotidien pour l'ensemble des pays, y compris pour les pays africains. Aujourd'hui, il est très difficile de camoufler dans la comptabilité des États des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Très difficile. Parce qu'en vérité, ils sont là parmi nous, ils sont dans nos ministères, ils sont partout. Sur Internet. Donc, on ne peut pas ils sont partout. Alors l'autre grand problème auquel on se trouve confronté l'Afrique, c'est celui... Et lorsque on trouve ces plaintes non signalées, on le dit au monde entier. Donc on les met sur la place publique, ils ne peuvent plus prendre les avions. Alors l'autre aspect, c'est la question de la sécurité sur nos territoires aujourd'hui, notamment dans le Sahel. L'Afrique est confrontée à l'insécurité. Doit-on s'endetter à nouveau, un peu plus gravement, pour financer cette guerre contre les djihadistes qui attaquent les États? Est-ce que, par exemple, le Fonds monétaire va accompagner cela, va dire, bon voilà, on ne va pas mettre ça dans les comptes habituels? Nous sommes de l'avis que lorsqu'il y a des chocs exogènes, comme les chocs climatiques par exemple, ou alors lorsqu'il y a un problème sécuritaire qui vient d'un pays extérieur, alors il faut que les pays qui souffrent puissent être aidés par la communauté internationale. D'ailleurs, nous voulons qu'il y ait une plus grande
aide et davantage de financement pour aider les pays pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités pour mieux protéger leur population. Et dans le droit fil de cela, nous, ce que l'on souhaiterait voir, c'est davantage d'attention sur les aspects liés au budget de la sécurité. La Banque mondiale est à l'heure actuelle en train de faire un examen des dépenses publiques sécuritaires et on va utiliser ces informations pour pouvoir évoluer et évaluer surtout la trajectoire des pays. Les pays qui ont beaucoup de pression sécuritaire pourraient avoir des déficits plus conséquents. 3%, ça ne marchera pas pour tout le monde. Il y a certains pays qui ont des problèmes sécuritaires, comme le Niger par exemple. Si on va au-delà des 3% de déficit, on considérera que c'est les circonstances qui l'exigent. Mais je vais être très clair pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. La sécurité, c'est pour tout le monde. Et les difficultés se déplacent d'un pays à un autre. Si le monde ne vient pas au chevet du Sahel, alors les problèmes du Sahel ne seront pas contenus dans cette région-là. Donc il faut investir dans le développement pour améliorer la sécurité, pour qu'il y ait des retombées positives pour tout le monde. Une plus grande solidarité des autres régions, savoir que c'est une guerre globale, qu'elle ne concerne pas que le Sahel. Alors, tout le monde m'a dit, quand j'arrivais ici, poser quand même la question au président Alassane Dramane Ouattara et au président Macky Sall de savoir, aujourd'hui, très concrètement, une grande partie des dettes est en devise. Oui. En devise, et chacun sait qu'il y a une bataille du CFA qui est engagée, que peut-être bientôt on va sortir du CFA. S'il y avait une dévaluation aujourd'hui, comment on fait? Est-ce que ça n'aggrave pas la dette de ces États-là? Est-ce que ça ne multiplie pas cette dette? Je pensais qu'on parlerait de la sécurité d'abord. On pourra parler de la sécurité. On peut parler de la dette également. Non, pour revenir à la question de la sécurité, d'ailleurs, le président Macky Sall préside donc la plateforme de l'UEMOA chargée de définir notre stratégie pour la lutte contre le terrorisme. Bon, il a fait des réunions avec, il en parlera plus longuement, avec les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité. Et l'UEMOA est en train de mettre en place un pool d'argent pour aider justement à sécuriser ou à participer à réduire le terrorisme au Burkina, au Niger, au Mali. En tout cas, les pays membres de l'UEMOA. Et tout ce processus sera élargi également donc aux pays de la CEDEAO. Je trouve que c'est important qu'on sache que la solidarité joue donc au sein de notre union. Mais le président Macky Sall en parlera. Sur la question maintenant du risque problème des devises, mais vous devez plutôt nous féliciter d'être arrimés à l'euro. Le fait que nous sommes arrimés à l'euro, si nous empruntons des euros, et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur le Président? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle du CFA qui va disparaître. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas. La dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Mais en même temps, si cette zone va bien, monsieur le Président, n'écoutez pas les populistes et les démagognes. Oui, mais il y a des chefs d'État qui quand même disent on va sortir notre argent du... Ah bon, mais non, pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça, j'en suis sûr. Non, aucun. Ah bon?
En tout cas, ce qui me concerne est le Sénégal, et je peux dire les 6 autres États, notre argent reste dans notre zone parce que notre zone est bien gérée. Elle reste Ici. Elle reste dans la zone. Et on reste dans le CFA? Mais bien sûr, c'est pour ça que ça marche bien. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6%, Alain. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Un mot d'économiste, mais il y a 15 ans, c'était très à la mode de dire il faut la flexibilité de tous les taux de change. C'était une vision du monde qui était une vision d'un monde qui a disparu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, le monde entier, à des incertitudes, à des difficultés. Tout ce qui est solide, tout ce qui est organisé, tout ce qui est taux fixe, que ce qui est rapport fixe est évidemment un plus. Ce serait de la simple folie. Je partage évidemment le problème du CFA, mais je veux dire, ce serait une folie, par exemple, qu'un pays européen quitte aujourd'hui la zone euro. Je me suis battu pour que des pays européens qui à un moment voulaient quitter la zone euro ne le fassent pas. C'est de la folie. Tout simplement parce que la situation est une situation tellement complexe dans le monde que ce n'est pas le moment d'en rajouter dans une sorte d'incertitude supplémentaire. Il est de l'UEMOA et je suis désolé de dire qu'on a entendu quand même sur notre antenne le président Patrice Talon évoquer le fait qu'il va retirer une partie de ses réserves. Non, vous mélangez. Il faut peut-être que vous expliquiez. Le président une incompréhension totale. Oui. Mais le président Alassane Ouattara, qui est le président en exercice de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État, et qui préside nos travaux, a dit ce qu'il fallait dire sur la stabilité de la zone monétaire, sur la solidité du modèle macroéconomique de toute l'Union, sur la solidarité et sur la discipline. Et là-dessus, je pense que si on ne veut pas faire de politique politicienne, tout le monde reconnaît que le franc CFA aujourd'hui, peut-être c'est le nom qui gêne, est la monnaie la plus stable en Afrique de l'Ouest, c'est clair. Et elle a cours presque dans tous les pays. Dans tous les pays. Or, les autres monnaies n'ont pas cours dans la zone monétaire. C'est déjà la preuve que c'est quand même une monnaie solide. On peut en dire ce qu'on veut. On peut changer le nom si on veut. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est dans les perspectives. Oui. C'est dans les perspectives. Parce que la perspective, c'est de dire on va aller vers une monnaie commune, mais une monnaie commune, il faut y aller avec tous les ingrédients. On ne se réveille pas, on dit on va vers là, on fait le saut. Il faut que tous les préalables soient réunis pour éviter à nos populations de connaître des changements qui peuvent déstabiliser nos pays. Parce que nous sommes habitués à des taux fixes. Nous sommes habitués à une inflation basse. Si du jour au lendemain, on veut rentrer dans une spéculation, mais vous aurez les paysans, vous aurez les jeunes, vous aurez les travailleurs dans la rue. On va détruire le peu qu'on avait commencé à construire. Donc, il faut y aller par étapes de façon responsable. Il est clair que nous sommes des chefs d'État engagés pour les intérêts de nos États, mais nous devons regarder bien à quel rythme nous devons aller vers ces réformes. C'est-à-dire vous ne cédez pas à la pression qui vient souvent de la rue, qui dit, bon, le CFA, il y en a marre, monnaie coloniale. Ce n'est pas une question d'avoir, on ne décide pas du nom, de la valeur d'une monnaie dans la rue. Il y a une banque centrale dont c'est le travail. Et c'est ce que notre banque centrale est en train de faire. Mais à un moment donné, effectivement, nous avons décidé ensemble au sein de la CEDEAO que la monnaie va changer de nom, ça s'appellera l'ECO, mais ça se fera en temps voulu. Mais quant au taux de change flexible, comme le disait le professeur Lorenzi, faites attention. Mais je ne nommerai pas de pays, mais les pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ont tous quasiment des taux d'inflation de 10 à 20%. Alors vous vous rendez compte, un taux d'inflation de 5 à 10% pour donc une famille défavorisée qui doit acheter un sac de riz. Si tous les ans, le prix du sac de riz doit augmenter de 10%, mais c'est terrible pour cette famille. Et je peux donner d'autres exemples. Ça défavorise les pauvres. Bien sûr. Les modalités peuvent changer, Alain. Les modalités peuvent changer. On peut changer le nom, on peut changer tout ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que dans un monde aussi incertain, moi qui suis un peu plus âgé que vous tous, j'ai connu des taux d'inflation en France, aux États-Unis. Quand le président Carter a cédé la place
au président Reagan, l'inflation était d'environ 10% aux États-Unis. Ça détruit les pays. Il faut faire très attention à ça. Or, les changements décidés comme ça, de changement de taux de change, c'est extrêmement dangereux, surtout dans la période que nous sommes en train de vivre. Il ne faut pas seulement parler de l'union monétaire, il faut aussi parler de l'union économique. Je pense qu'il faudrait parler un peu plus de l'intégration économique du continent africain. Comment est-ce qu'il y ait des accords de libre-échange au niveau continental et comment augmenter les échanges de pays à pays au sein de l'Afrique. Et ça, pour que ça puisse se faire, il faut des infrastructures qui relient les pays les uns aux autres et il faut aussi des qualités, des compétences qui puissent être partagées et achetées par les différents pays. Et ça suppose une bonne gouvernance partout. C'est ça peut-être la faiblesse. C'est ça peut-être votre faiblesse à vous, cette intégration régionale dont on parle. On en parle depuis tellement longtemps, la ZLEC, etc. Est-ce que tu tires tes informations, toi? C'est pas possible. Non, mais la ZLECA, justement, en 2 ans, l'Afrique est passée de l'intention à l'acte, à la ratification. Oui. Nous avons travaillé tellement vite à l'échelle du continent, sous la présidence du président Issoufou que nous devons féliciter. Nous avons adopté la ZLECA. Aujourd'hui, elle est en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les échanges entre Africains vont être boostés. Maintenant, il y a un frein, elle l'a dit, la directrice générale, c'est l'infrastructure. Par exemple, Dakar-Bamako, c'est 1200 km. En Afrique centrale, c'est pire. Alors, il faut reconstruire ce rail, il faut les rails entre tous les corridors, il faut les routes. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Ça ne peut pas se faire en 5 ans, en 10 ans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas exiger de l'Afrique aussi ce que l'Amérique a fait en 200 ans. Et puis on ne prétend pas que ça va se faire du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque génération pose des actes forts et puis les autres continuent. Mais on ne peut pas tout nous exiger. Non, c'est pas vraiment, je suis tellement d'accord avec le président Macky Sall. C'est par étapes que ça va se faire. Regardez au niveau de la CEDEAO, il y a tout de même une bonne intégration. Et nous, le taux de commerce entre les pays africains est moins de 10%. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, pour le commerce intra-ouest africain, nous sommes à 30%. Alors, donc ça veut dire que ça évolue. Bon, vous me direz qu'il y a le problème de la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin et le Niger. Bon, ce sont des accidents qui arrivent dans l'évolution de toute relation. Est-ce qu'il va y avoir une solution pour ça, Monsieur le Président? Parce que quand vous parlez de ZLECA et qu'on voit le Niger, le Nigeria et le Bénin... Je peux comprendre que les gens puissent être sceptiques parce qu'il y a des écueils de ce genre, mais regardez zone par zone. La CEDEAO, quand même, globalement, marche bien, même s'il y a des entraves dues aux douaniers, dues aux obstacles entre les frontières ou même à l'intérieur des pays. Mais ce qui importe, c'est la volonté d'y aller. Et nous avançons. Alors, nous avançons pour que la ZLECA puisse être opérationnelle. Ça ne se fera pas dans 2 ou 3 ans, ça prendra du temps, mais ça va venir. Et c'est important de le faire. La dernière chose que j'ai envie de dire, puisqu'il faut que j'ai épuisé les sujets qui m'avaient été proposés par les internautes, par ceux que j'ai sur les réseaux sociaux qui disent « Oui, mais dans le même temps, on dit gouvernance, mais on voit les présidents, ils ne sont pas tellement dans la gouvernance. Il y en a qui veulent augmenter le mandat, qui veulent faire sauter les constitutions. Peut-être que vous allez être encore candidat, président. Madame Georgieva, elle vient juste d'être élue. Et vous? Moi, je ferai connaître ma décision dans 2020, je l'ai toujours dit. Oui, j'ai la possibilité, vous me voyez, je suis en pleine forme, la Constitution m'autorise à le faire, donc c'est une décision personnelle. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Les partenaires ont envie de savoir si Alassane Dramane Ouattara sera encore là prochainement ou pas. C'est important. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'équipe. J'ai une très bonne équipe, le pays marche bien, les taux de croissance sont forts, il y a la paix, il y a la sécurité, mais je crois fortement qu'il faut passer la main à une génération plus jeune. Je travaille à cela. Si je sens que je suis prêt l'année prochaine, je le ferai. Si vous n'êtes pas prêt? Macky Sall a pratiquement 25 ans de moins que moi. Mais donc, vous voyez, c'est vous dire pourquoi je pense sérieusement à passer la main à une autre génération. Je trouve ça normal. Ça fait 50 ans que je travaille. Qu'est-ce que je gagnerais à travailler encore plus longtemps?
sauf si les circonstances exceptionnelles m'obligeaient à le faire. Vous n'allez pas faire un troisième mandat, président Macky Sall. Ce qui est étonnant, c'est que pour un président qui vient d'être réélu, Non, on pose jamais, le débat déjà on pour le anticipe. troisième mandat. C'est déjà un problème. Il y a un problème là. Moi, je viens d'être réélu, ça fait à peine 6 mois que le débat va se poser sur un troisième mandat éventuel. Donc, je dis, et ce que j'ai dit à mes amis politiques de mon bord, concentrons-nous pour faire de ce mandat une réussite. C'est ça l'enjeu. Là que l'opposition en fasse son débat, je peux le comprendre, parce que l'opposition doit toujours agiter les idées. partenaires économiques Voilà, aussi mais ont envie de savoir s'il va y avoir des troubles, s'il va y avoir instabilité. Les partenaires doivent suivre, n'est-ce pas, l'évolution des pays. Ce sont des partenaires, c'est pas eux qui dictent aussi. Or, aujourd'hui, dans aucun pays développé, vous ne verrez un président élu et on pose déjà le débat. Et puis, oui, sur Le la débat fin de mais son parce, mandat. parce qu'il Il ne faut tripatouille qu'on pas aussi la respecte un peu. Constitution. C'est On en a quelques-uns qui Il y a touchent quand pas même à de la Constitution à tous les coups. Ah non, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas Non, fait non, ça. on n'a pas fait. Au contraire, on a Quelques-uns fait- aussi là, au sein de Regardez bien Before we aussi get- en Europe, on trouverait des choses ici assez étonnantes. Vous savez, toujours donner l'impression que l'Afrique est un cas à part et que c'est particulier partout dans le monde. Il y a à peu près les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés de gouvernance, les mêmes types de vote, les mêmes. Donc, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des présidents. Comme le temps tourne malheureusement vite parce qu'on arrive au terme de l'émission, en un mot. I don't want us to forget one very important resource in Africa, Africa's women. Yes. I think if we get more economic opportunities for women in Africa, we would see many more jobs created. Today, an African woman entrepreneur is on average better than a man entrepreneur, Yeah. but the man has 6 times more access to financing. So I would like us to recognize Le that message est passé. there is a big Le message est resource passé. Vous avez raison. for On a Africa. noté Vous avez cet raison. événement, cet élément. Vous avez raison. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir débattre ici. Je suis honoré que vous ayez accepté. Deux présidents de la République plus la patronne du FMI sur un plateau, c'est pas commun. Merci d'avoir accepté d'en débattre tout à fait librement. Et puis merci Monsieur Lorenzi d'être là. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.